Bienvenue dans le 7-9. Si vous venez de nous rejoindre, tout de suite le journal. Voici les titres avec à la une ce matin et on vient de l'apprendre. L'armée israélienne qui annonce son retrait total de la bande de Gaza, annonce qui intervient après une trêve de 72 heures négociée par l'Égypte. Une trêve qui a commencé très tôt ce matin. Peut-on croire cette fois justement à un véritable cessez-le-feu? On en parle avec notre correspondant en Palestine, Nicolas Roper. Nous reviendrons aussi dans cette édition sur ce sommet historique Afrique-États-Unis jusqu'à demain. Barack Obama reçoit à Washington une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement pour parler affaires, mais aussi sécurité et gouvernance. Une délégation officielle marocaine participe également à ce sommet inédit dans l'histoire des États-Unis. Et puis c'est un sujet qui devrait justement occuper les débats à Washington, l'épidémie d'Ebola devenue incontrôlable. La maladie a déjà fait près de 900 morts en Afrique de l'Ouest. La Banque mondiale a décidé de débloquer un fonds d'urgence de 200 millions de dollars pour aider les pays touchés. Et donc pour commencer, je vous le disais, on vient de l'apprendre, l'armée israélienne a annoncé son retrait total de la bande de Gaza. Une annonce qui intervient après cette trêve de 72 heures négociée par l'Égypte. Une trêve qui a commencé très tôt ce matin. Le dernier bilan des victimes de l'agression israélienne qui a commencé début juillet fait état de plus de 1850 morts. Manal Artali nous en dit plus. Un retrait total de la bande de Gaza, c'est ce que vient d'annoncer l'armée israélienne. Elle réagira toutefois à toute attaque provenant du Hamas. Ce matin même, une nouvelle trêve de 72 heures est entrée en vigueur à 5 heures GMT, une trêve négociée sous médiation de l'Égypte. Sur la base de cet accord, Israël doit se retirer de Gaza. D'autres membres de la délégation palestinienne devront se rendre au Caire pour poursuivre les négociations en vue d'une trêve sous médiation égyptienne. Depuis le 8 juillet, plus de 1850 Palestiniens sont morts à Gaza. L'offensive israélienne a été destinée à détruire les souterrains permettant aux combattants palestiniens d'accéder au sol d'Israël. Après avoir détruit tous les tunnels repérés, l'État hébreu ne compte pas sortir de l'enclave palestinienne. C'est ce qu'a affirmé Israël au 28e jour de l'offensive. Outrés par cette situation, les Gazaouis s'indignent. Avec Israël, il n'y a pas de trêve. Ils nous trompent seulement. Ils nous ont attaqués à 10 heures du matin, ils ont détruit toute la zone. La trêve est une bonne chose. Elle nous permet de nous ravitailler en produits alimentaires et en eau. Nous ne disposons ni d'eau ni d'électricité. Nous buvons de l'eau de mer. Hier, un jeune Palestinien à bord d'une pelleteuse a percuté un autobus à la mi-journée. L'attaque a fait un mort israélien. L'auteur des faits a été abattu. Pour sa part, l'Organisation des Nations Unies appelle les deux parties à faire preuve d'un maximum de retenue. Et on revient évidemment sur cette dernière annonce avec notre correspondant à Ramallah. Ce sera à la fin de ce journal. Mais pour l'heure, dans le reste de l'actualité, on parle de ce sommet qui se veut véritablement historique. Barack Obama reçoit donc à Washington une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement pour parler affaires, mais aussi sécurité et gouvernance. Pendant 3 jours, le Maroc est représenté à ce sommet États-Unis-Afrique par le chef du gouvernement. Il est accompagné d'une forte délégation. Les détails avec Alison Fernandez. Jamais dans l'histoire, un président américain n'avait reçu autant de dirigeants. 50 pays et l'Union africaine sont invités à Washington. Avec ce premier sommet, Barack Obama tient à tisser des liens économiques plus solides entre les États-Unis et l'Afrique, région prometteuse à la croissance supérieure à celle du reste du monde. Si nous sommes conscients des réelles difficultés que rencontrent tant d'Africains chaque jour, nous avons aussi le devoir de saisir le potentiel extraordinaire de l'Afrique d'aujourd'hui, qui est le continent le plus jeune et qui connaît la croissance la plus forte. Pour le Maroc, représenté par Abdelila Ben-Kiran, accompagné de plusieurs ministres, ce sommet est l'occasion de montrer ses atouts en tant que plateforme pour le continent. En plus de sa position géographique, Rabat a fait de ses relations avec l'Afrique une priorité.
Lors de la dernière tournée du roi sur le continent, 91 conventions ont été signées, dont les 2/3 sont quasi réalisées. En novembre dernier, le souverain avait rencontré Barack Obama à la Maison-Blanche. Le président américain avait reconnu l'importance du rôle du Maroc en tant que plateforme importante pour l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne en termes de commerce et d'investissement. Et puis c'est un défi au cœur de ce sommet africain de Washington, c'est ce fameux virus Ebola. Un bilan des victimes qui ne cesse de s'alourdir. On enregistre aujourd'hui 887 morts en Afrique de l'Ouest. C'est un chiffre donné par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Cette épidémie est la plus mortelle jamais observée. Face à cette grave situation, la Banque mondiale a annoncé avoir débloqué un fonds d'urgence de 200 millions de dollars pour aider les pays touchés par l'épidémie. En Libye, à présent, les députés de l'Assemblée parlementaire ont tenu leur toute première réunion officielle hier. Ça s'est passé à Tobrouk, donc loin de la capitale, Tripoli. Tripoli qui reste, elle, secouée par les violences entre milices rivales. Les détails avec Amina Benhalak. Séance inaugurale du nouveau Parlement libyen. Les députés de l'Assemblée parlementaire issus du scrutin du 25 juin se sont réunis à Tobrouk pour prêter serment. Ils étaient 160 parlementaires sur 188 à faire le déplacement pour assister à cette cérémonie protocolaire. Des représentants de la Ligue arabe, de la mission de l'ONU en Libye et de l'organisation de la conférence islamique étaient aussi du rendez-vous. Pour les observateurs, cette présence confirme la légitimité de cette cérémonie. Une cérémonie marquée aussi par de profondes divergences politiques. Preuve de ces divergences, les élus conservateurs et leurs alliés de la ville de Misrata qui ont boycotté la réunion de Tobrouk, ils la qualifient d'anticonstitutionnelle. Pour ces élus, c'est le président du Congrès général national qui doit convoquer la réunion. Une réunion qui s'est tenue à 1500 km de l'est de Tripoli, là où des combats meurtriers font rage depuis le 13 juillet. Ils opposent toujours les milices rivales dans le sud et l'ouest de la capitale. Depuis 2011, les autorités n'arrivent pas à contrôler les dizaines de groupes armés qui sèment la terreur dans le pays. Les espoirs se tournent donc vers le nouveau Parlement. Son défi, rétablir l'ordre et l'autorité de l'État. Puis dans l'actualité également ce matin, le conflit syrien qui a des répercussions jusqu'au Liban voisin. L'armée libanaise affronte en ce moment des djihadistes venus de Syrie. Même si le pays est profondément divisé sur cette guerre en Syrie, eh bien, le Liban a fait preuve hier d'une unité peu commune en assurant l'armée de son soutien et en rejetant tout compromis avec les djihadistes. L'armée libanaise combat depuis samedi dernier dans la région d'Arsal, frontalière de la Syrie. Des affrontements qui ont causé 16 morts dans les rangs de l'armée libanaise, dont 2 officiers, et des dizaines de djihadistes ont été tués. Il s'agit là des affrontements les plus meurtriers en territoire libanais depuis le début de cette crise syrienne en mars 2011. Et puis un sujet beaucoup plus léger pour finir. Pour cela, direction Mehdia. Mehdia, cette petite ville côtière qui attire beaucoup de touristes en ce mois d'août. La ville est même en train de faire peau neuve. Une partie de la corniche, par exemple, a été rénovée. Une partie seulement, puisque les travaux se poursuivent jusqu'à l'année prochaine. Reportage Raja Fadli et Kamel Rounaim sur un récit d'Amina Benhalak. À Mehdia, cette partie de la corniche vient d'être rénovée. Elle est beaucoup plus spacieuse et plus accueillante qu'avant. Les visiteurs sont ravis. C'est un bon début. Cette plage est devenue beaucoup plus propre. Il y a maintenant des espaces pour faire du footing ou des parties de volley-ball. Pendant l'été, la plage de Mehdia accueille chaque jour environ 120 000 visiteurs venus de toutes les régions du Maroc. Cette année, ils redécouvrent leur plage préférée avec des espaces animation et camping. Les plus petits sont, eux, comblés. Je trouve que les plages de Mehdia, ils sont bien parce que il y a beaucoup de gens et on peut rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. Et la plage, elle est bien. Je trouve qu'elle est bien. Les habitants de Mehdia se montrent un peu plus critiques. Certains dénoncent un problème de transport pour accéder à la plage. Pour d'autres, il est encore difficile de se prononcer avant la fin des travaux.
Ce n'est pas encore le niveau qu'on recherche. Il y a du pain sur la planche. On veut une corniche aussi belle que celle du nord du Maroc. Selon les autorités, le chantier est sous contrôle. La municipalité de Mehdia s'est fixé un délai précis pour la fin des travaux. Nous promettons aux habitants que les travaux de la corniche de Mehdia seront finis d'ici l'année prochaine. Nous voulons entrer en compétition avec les corniches des grandes villes. Notre objectif, c'est aussi de décrocher le label Pavillon Bleu. Les travaux de la corniche de Mehdia font partie du plan Biladi lancé en 2007. C'est l'un des grands projets de la vision 2020 du tourisme. L'objectif est de taille, développer l'offre destinée au tourisme interne. C'est tout pour le journal. Comme promis, tout de suite, on prend la direction des territoires palestiniens. On retrouve donc Nicolas Roper. Bonjour Nicolas. Bonjour Naïma. Vous êtes à Ramallah, on va bien sûr parler de la situation à Gaza avec vous. Israël, les factions palestiniennes acceptent donc cette proposition égyptienne d'une trêve de 3 jours. Et la pause dans les combats a débuté tout à l'heure. Oui, mais surtout l'information qu'il faut retenir ce matin, c'est que l'armée israélienne a décidé de se retirer unilatéralement de la bande de Gaza. Les chars sont donc en train de quitter l'enclave palestinienne. Il y a donc cette trêve de 3 jours qui a été annoncée dans la nuit. Les deux parties se sont mis d'accord pour cesser les combats pendant 3 jours. C'est un nouvel espoir qui naît ce matin dans la bande de Gaza. La nouvelle a été bien accueillie, mais on préfère rester prudent des deux côtés. Jusqu'à maintenant, toutes les pauses dans les combats ont volé en éclats. La population craignait hier, par exemple, de retourner dans certaines zones où l'armée israélienne avait annoncé qu'elle n'attaquerait plus. La population est donc très très prudente sur ces informations. On verra dans les jours qui viennent et dans les heures qui viennent ce qui pourrait se passer et notamment des discussions qui pourront avoir lieu au Caire. Nicolas, les combats ont été meurtriers, on l'a vu ces dernières semaines, plus de 1850 victimes côté palestinien. Comment réagissent les habitants de Cisjordanie et de Jérusalem ? À Jérusalem, précisément, il y a eu 2 incidents qu'on n'avait pas connus depuis un certain moment. Dans un premier incident, un Palestinien qui conduisait un bulldozer a été pris d'un coup de folie. Il s'est attaqué à un bus qu'il a réussi à retourner. Il y a eu un mort, un Israélien a été tué, 5 autres ont été blessés. L'homme a été abattu par la police. Et il y a eu un deuxième incident qui n'est pas encore clair. Un militaire a été blessé par balle sur Jérusalem. Les policiers ont annoncé l'ouverture d'une enquête. Il y a eu des mouvements de foule des deux côtés. Certains Palestiniens ont montré de la colère, mais certains Palestiniens aussi ou Arabes habitants de la ville de Jérusalem ont été agressés, ont été violentés, ont été insultés par des Israéliens. En Cisjordanie, les manifestations et les affrontements continuent dans certaines zones, notamment à Bethléem où quasiment tous les soirs des jeunes affrontent les forces israéliennes au checkpoint. Vous voyez, la tension est très forte partout en Cisjordanie et maintenant aussi à Jérusalem-Est. Nicolas, sur le plan diplomatique, les choses semblent avancer très doucement. Est-ce que les Palestiniens en veulent à la communauté internationale ? Alors il y avait évidemment une colère qui revient, c'est ce que vous disent les Palestiniens quand vous les rencontrez, c'est que font les pays arabes, que fait la communauté internationale. Ils ont le sentiment que Gaza est abandonné malgré les appels qui ont pu avoir lieu de la part de plusieurs pays, même les États-Unis hier, notamment suite à la frappe sur l'école de l'ONU, ont dénoncé cette frappe israélienne. L'ONU essaie de jouer son rôle, mais elle est toujours évidemment prise entre deux feux. D'un côté, elle doit condamner les attaques, de l'autre côté, elle doit aussi préserver Israël. Les Palestiniens se sentent complètement abandonnés. Ils refusent de croire qu'on va laisser la situation pourrir à Gaza. Je vous le disais, donc, le retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza et cette trêve de 3 jours leur donne un peu d'espoir, mais ils espèrent maintenant que les pays qui peuvent peser, qui doivent peser, le feront. Ils attendent aussi évidemment beaucoup de la part de la médiation égyptienne, mais l'Égypte est aussi vue comme un potentiel ennemi ici, plutôt comme même un allié d'Israël. D'accord. Vous avez aussi rencontré ces derniers jours, Nicolas, des représentants du camp de la paix en Palestine. Combien sont-ils? Est-ce qu'ils représentent une partie de l'opinion palestinienne?
Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont malheureusement, entre guillemets, pas beaucoup. J'ai pu rencontrer les gens de l'association des familles endeuillées. C'est une ONG palestino-israélienne qui a comme particularité, c'est que pour être membre de cette ONG, il faut avoir un proche qui a été tué par l'autre camp. Le directeur de cette ONG côté palestinien a eu sa fille de 10 ans tuée en 2006 par un policier israélien d'une balle dans la tête. Donc vous imaginez la douleur de toutes ces familles. Mais malgré cela, elles disent « nous devons arrêter ce conflit ». Leur slogan, c'est « nous ne voulons pas de nouveaux membres, nous ne voulons pas de nouvelles victimes, arrêtez ce conflit ». La seule solution, c'est de se parler. La seule solution, c'est évidemment d'en finir avec l'occupation des territoires palestiniens. Ils sont évidemment pour la création d'un État palestinien en bonne et due forme. Et aujourd'hui, ils sont minoritaires du côté israélien. On l'entend, il y a quelques groupes de gauche israéliens. Mais en Palestine, c'est aussi difficile de tenir ce discours de la paix. En Palestine, majoritairement, on soutient la résistance armée, on soutient l'action du Hamas et sa stratégie jusqu'au boutiste militaire. Nicolas Roper en direct des territoires palestiniens pour Média TV. Merci pour toutes ces informations. Et puis Nicolas, évidemment, on vous dit à très bientôt pour suivre ce dossier. Place tout de suite à la revue de presse. Elle est signée Taoufik El Nasseri. On revient tout de suite après. Restez avec nous.